déjà vu Michel Sazvi, qui est un parrain de la chaire UNESCO. Ici, un autre parrain de la chaire UNESCO qui est inscrit au tableau. Vous pouvez suivre Michel Tozzi sur son site philotozzi.com. Ça se retient bien, donc il faudrait aussi l'indiquer sur le tableau. J'attire votre attention sur ses derniers ouvrages, Prévenir la violence par la discussion philosophique aux éditions Yakapa, Paroles de philosophes en herbe, regard croisé de chercheurs sur une discussion sur la justice dans une classe de CM2 avec Jean-Pascal Simon aux éditions de l'Université de Grenoble-Alpes en 2017. C'est vraiment des publications extrêmement récentes, on est impressionné. Je pense encore à Atelier philosophique, Atelier philo à la maison, avec Marie Gilbert aux éditions Erol en 2016, plutôt pour les parents. Alors je vous laisse la parole, vous avez donc 45 minutes comme Edwige. Merci. Simplement pour dire un petit peu du lieu d'où je parle, j'ai été donc professeur de philosophie pendant 26 ans dans un lycée technique. C'est très important parce que quand dans les années 80, ce que François Dubé appelait les nouveaux lycéens, après la réforme Abi, sont arrivés donc, au lycée technique, alors qu'avant ils partaient, disons, à l'apprentissage ou disons dans la vie active, la distance finalement entre les normes scolaires ou le langage, disons, et la culture, disons, scolaire et ces nouveaux donc, lycéens était tellement grand, l'écart était tellement, disons, grand, que c'est devenu pratiquement impossible, très concrètement, de faire des cours magistraux dans des classes donc, technologiques. Et donc je me suis dit, ou bien je pratique des techniques de survie jusqu'à la fin de la semaine, les petites vacances, les grandes vacances, et la retraite, ou bien alors j'enseigne la philosophie autrement. Et c'est là où je me suis mis à faire une thèse avec Philippe Mérieux, en mettant au point des protocoles dans mes classes technologiques, de manière à contribuer à ce que j'ai appelé, c'est ma thèse, contribution à une didactique de l'apprentissage du philosophie. Or, dans cette matière, il y a extrêmement peu de choses qui étaient faites, et les didactisations, disons, qui existaient, clarifier ou essayer d'expliciter le caractère transcendant, magistral, disons, vertical un petit peu, donc de la leçon donc, du maître, hein, qui est le paradigme donc, de l'enseignement philosophique et de ces 150 ans de tradition, disons, d'enseignement. Et là, précisément, donc moi j'étais au cahier pédagogique depuis 1971, à l'époque, et donc j'ai connu les méthodes actives, et donc je me suis mis donc, à essayer un petit peu, et ça a été mon tour dans didactique. Dans un premier temps, j'ai fait beaucoup de pédagogie, dans un deuxième temps, retour à la discipline, si vous voulez, donc là ça a été le tour dans didactique dans les années 90, et j'ai passé ma thèse donc en 92. Et pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé sur la didactique de la philosophie, de l'apprentissage du philosophie, hein, je dis bien, pas de la philosophie, en classe terminale, et puis jusqu'en 98, où j'ai rencontré une institutrice qui s'appelle Anne Lalanne, qui a fait d'ailleurs 2 ouvrages très, très intéressants, et qui m'a dit, mais moi j'ai entendu parler d'une méthode de philosophe américain, Matthew Lehman, philosophie avec les enfants, je connaissais vaguement, disons, le nom, ça m'a intéressé, et entre-temps j'avais été donc, nommé à la fac, et j'ai mis en place un groupe de travail, et je me suis mis moi-même à travailler donc, avec des instituteurs, en allant dans leur classe, bon, etc. Voilà l'origine. Et donc là, ça a été un deuxième tournant, c'est-à-dire je suis passé d'un travail de didactisation au niveau de la classe terminale à un travail de didactisation donc avec les élèves, notamment disons, du primaire, alors que j'ignorais totalement tout de l'enseignement primaire, comme beaucoup de profs de philo dans les SP. Et j'ai découvert ce monde-là et ça a été pour moi vraiment un choc. Un choc que de m'apercevoir que c'est ce que j'appelais le postulat d'éducabilité philosophique. C'est-à-dire que les enfants étaient capables, d'une certaine manière, disons, de réfléchir, et je dirais même plus de philosopher. Dans le premier ouvrage que j'ai publié chez Hachette, c'était Éveil à la pensée réflexive. Moi, j'avais mis Éveil à la pensée philosophique, et quand le bouquin est arrivé, le mot philosophie avait disparu, et il y avait réflexif. Entre-temps, l'inspection générale de philosophie avait dû passer par là. Mais bon, les anecdotes, si je veux. Le philo-traître, c'est quand même quelque chose, quand on est en sciences de l'éducation par rapport à la philosophie. Ma grande satisfaction à l'heure actuelle, c'est que le département de philosophie de l'université de Montréal vient de créer un institut philo-jeune dans un département, disons, de philosophie. Et voilà, Abdenour Bidar, qui était là hier. Et Abdenour Bidar, donc inspecteur général de philosophie, qui soutient la philosophie avec les enfants. Donc, bon, moi j'avais dit, il y a
15 ans de ça. Hein. Si un jour les représentations de la philosophie évoluent, disons en France, c'est pas parce que les professeurs de philosophie auront évolué dans leur majorité, mais parce que des instituteurs qui n'avaient pas, pour la plupart, des centres de formation disons, philosophique, auront pratiqué des ateliers philo. On y est. On y est. C'est quand même intéressant. Alors, oui, un de mes derniers bouquins, c'est Atelier philo avec les enfants, c'est ce qui avait été marqué, mais je me suis dit, bon, en regardant un petit peu, donc finalement, donc, il faut quand même que je me recentre plutôt vers les lumières donc, de la fiction. Et ce qui est intéressant, c'est... Alors moi, je vais vous parler d'une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui a été simplement, disons, évoquée, puisqu'on a parlé, disons, au niveau des supports, on a beaucoup travaillé sur les supports. Hein. Donc on a travaillé sur les albums, on a travaillé sur les romans, on a travaillé sur les contes, donc à l'avant-dernière intervention, on a travaillé sur le théâtre. Et moi, je voudrais vous parler du mythe. On a parlé de la dimension mythique à un moment donné, notamment ce matin, parce que j'en avais un peu marre, si vous voulez, d'entendre cette réflexion de mes collègues, disons, philosophes. Tu fais de la philosophie sans les philosophes. Alors moi j'ai dit chiche, Platon en grande section de maternelle. C'est un sacré challenge quand même. Hein. Donc je me suis retourné vers Sylvain Connac, avec lequel j'ai travaillé dans la ZEP, les quartiers nord donc, de Montpellier. Et il a raconté donc, des petites histoires à partir des mythes platoniciens. Il a pris les mythes platoniciens et c'est devenu des petites histoires. Alors j'ai fait vérifier par une spécialiste de Platon si cette traduction donc, pour des enfants des mythes platoniciens était bien conforme à l'esprit, disons, de Platon, parce que c'était une spécialiste de la pensée antique. Et puis finalement, donc, avec des points de vigilance, ça a donné lieu à une expérimentation qui a eu lieu pendant 3 ans, avec un groupe d'une douzaine d'instituteurs, depuis donc, la grande section de maternelle jusqu'à la classe relais, donc au niveau, disons, du collège. Et nous avons expérimenté pendant 3 ans ces histoires, donc ces mythes donc, platoniciens. Et pour moi, ça a été extrêmement, disons, intéressant de travailler sur le mythe en général et sur le mythe platonicien, disons, en particulier, comme support à la réflexion philosophique donc avec des enfants et des adolescents. Alors la question que je me pose, que je vous pose dans le matin, c'est quel est l'intérêt spécifique du mythe pour faire réfléchir les enfants? Parce que c'est vrai que bon, on peut se demander exactement ce que c'est que le mythe. Alors bon, j'ai combien là? Une demi-heure, il me reste un peu plus? En tout, vous avez 45 minutes. D'accord, ok. Donc je vais partager à ce moment-là, disons en deux. Donc dans une première partie, donc, je vais expliquer pourquoi le mythe me semble intéressant pour des discussions avec des philosophes. Dans un deuxième temps, je travaillerai, comme tu as commencé à le faire donc, avec Gigès, sur des exemples très concrets et toute la réflexion que j'ai eue dans cette pratique du mythe donc, avec des enfants, avec des discussions à visée démocratique et philosophique. Alors, il y a une spécificité du mythe par rapport à d'autres textes narratifs. C'est ça qui me semble, disons, intéressant. La frontière n'est pas facile, par exemple, à tracer entre le mythe et le conte, par exemple. Et Georges Dumézil disait, il avouait avoir passé sa vie à distinguer un mythe d'un conte sans y être véritablement, disons, arrivé. Alors, on peut dire que la légende, par exemple, voilà un type de récit, que la légende garde trace d'une certaine historicité, quelque part, qu'elle enjolive. Hein. Donc, voilà un type de récit, donc la légende qui est assez intéressant. Le conte, on vient d'en parler, est fictionnel, c'est une histoire merveilleuse, mais le conte ne veut pas, en tout cas, explicitement montrer ce qui est le contraire de la fable. Puisque la fable, c'est un récit qui se termine généralement donc, par une morale. Donc il y a une vertu didactique, si vous voulez, moralisante, donc de la fable à ce niveau-là. Le mythe, lui, est d'emblée saturé de sens humain, et notamment par sa référence au Dieu, ce qui lui donne tout de suite une dimension, je dirais, sacrée, transcendante, qui lui donne une certaine, disons, verticalité. Alors, soit on peut dire que le mythe, il est supra-rationnel, et il ouvre à une spiritualité. On pourrait même dire que le mythe dit des choses que la raison ne peut pas dire. C'est-à-dire, il faut faire le détour du mythe pour véritablement arriver à comprendre. Ou bien alors on peut dire que le mythe, il est infra-rationnel, parce que précisément, c'est le langage, disons, quelque part de l'inconscient. Et là, précisément, on pourrait travailler avec Jung, par exemple, sur les archétypes que l'on trouve donc dans les mythes, qui seraient un peu le dépôt dans l'histoire, disons, de l'humanité, de tous les grands problèmes posés donc, à la condition humaine. Donc, suprarationnel, infrarationnel, en tout cas, dans les deux cas,
le mythe, mythos, donc en grec, s'oppose au logos. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire de la philosophie, c'est de voir que toute la philosophie, en tout cas occidentale, Bidart parlait de Confucius, bon, c'est vrai qu'avec François Julien, on a appris qu'il y avait une autre pensée que la pensée occidentale, qui est notamment la pensée chinoise, mais au moins, si vous voulez, donc dans l'histoire de la société occidentale, l'émergence de la philosophie dans l'Antiquité, au 5e siècle, donc Jésus-Christ, donc c'est le passage du mythos au logos. C'est-à-dire le passage du mythe, finalement, donc, à la raison, ce qui ne veut pas dire que, pour autant, le mythe était disqualifié. Et ce qui est intéressant, précisément, donc, chez Platon, c'est de voir l'utilisation, par exemple, qui fait du mythe, qui a une vertu, finalement, disons, pédagogique, c'est-à-dire le mythe est là pour faire comprendre, et la preuve, c'est qu'après avoir raconté l'histoire, qui prend, par exemple, dans l'allégorie de la caverne, donc, une forme allégorique, hein, Platon explique, terme à terme, ce que signifie conceptuellement ce qu'il avait décrit narrativement. Et moi, ce qui va m'intéresser, si vous voulez, dans les discussions à visée philosophique, c'est la reprise conceptuelle de la narration, de la narrativité. Et j'ai remarqué que, effectivement, donc, le mythe... Alors, c'est un grand problème de savoir si le mythe, comme la métaphore, si vous voulez, on avait parlé de l'image, est-ce que le mythe pense ou est-ce que le mythe fait penser? Ça, c'est une sacrée, disons, controverse, c'est un problème philosophique. Hein. Bon, il y a des philosophes bon, de la rationalité, bon, comme Descartes, Kant, Hegel, etc. Et puis il y a des philosophes, bon, aussi, disons, de l'intuition, comme Bergson ou un certain nombre d'autres, si vous voulez. Et Platon, précisément, lui, il utilise à la fois, si vous voulez, le mythos et le logos. Ça, c'est assez intéressant. Mais chez lui, le mythe a une fonction assez, finalement, didactique. Il est là pour faire comprendre, de manière imagée, des choses qu'après, il explicite beaucoup plus de manière rationnelle. Et pour moi, utiliser, disons, le mythe comme support, disons, d'une discussion à visée philosophique, c'est faire émerger, c'est refaire l'histoire de la philo, si vous voulez. C'est faire expérimenter aux enfants le passage du mythos au logos. C'est ça qui me semble, disons, extrêmement, disons, intéressant, c'est-à-dire puiser dans cette vertu, je dirais, anthropologique, disons, du mythe, son épaisseur, sa densité, son intensité, hein, puisqu'on y retrouve vraiment les grands problèmes, disons, de la condition humaine, en faire une reprise conceptuelle. Alors, non pas qu'on va mieux le comprendre par le logos que par son récit, mais c'est une autre façon, disons, d'en parler, non plus en racontant l'histoire, mais en se demandant, de manière explicite, donc ce qu'il dit, c'est-à-dire quel est le message, quel est le pavé, quelque part, disons, qui nous envoie. Et cette complémentarité entre le mythos et le logos est extraordinaire. Parce que le mythe, comme tout récit, et ça a été abondamment dit hier et aujourd'hui, va s'appuyer sur précisément ce que ne fait pas la raison, c'est-à-dire la sensibilité, l'imagination. Et là, il me semble qu'on est en train, on travaille là, avec la littérature de jeunesse, etc., mais particulièrement disons, avec le mythe, une espèce de relation triangulaire entre le réel, hein, tu parlais de la fonction référentielle, donc de la littérature selon Ricoeur, donc le réel, l'imaginaire et le symbolique. Évidemment, la triangulation du réel, de l'imaginaire et du symbolique me fait immédiatement penser à un auteur que j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire Jacques Lacan. C'est la façon dont on noue, quelque part, dans le discours et dans la nature même, disons, du discours humain, le réel qu'on ne peut pas dire, donc l'imaginaire qui en donne une image, et le symbolique, quelque part, qui essaye d'en sortir, quelque part, un petit peu, donc la quintessence. Cette relation entre réel, imaginaire et symbolique me semble essentielle et particulièrement heuristique dans l'articulation, précisément, entre le mythe et la raison. Alors, quel est l'intérêt, autre manière de prendre le problème, c'est de quoi nous parle le mythe? Ben, le mythe nous parle des origines. Ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que dans le pourquoi d'un seul mot, le pourquoi en deux mots, c'est toujours la question de l'origine. C'est toujours quelque part la question du commencement. C'est l'origine du cosmos, évidemment, les grands mythes cosmogoniques, si vous voulez. C'est l'origine de la Terre, c'est l'origine de l'homme, de la vie d'abord. C'est l'origine de l'homme, c'est l'origine de l'amour.
Et c'est de tout ça dont va nous parler le mythe. Donc il y a une espèce de récit historico-ontologique de l'origine. Au fond, le mythe métaphorise la problématique du commencement, du temps avant le temps, mais aussi celui du rapport à notre temps, et en même temps de mon temps à moi, de mon vécu personnel, de ma temporalité. C'est un discours qui ne prend sens et n'a de valeur épistémique qu'en référence à un réel, qui soit naturel, si vous voulez, et social. Et quelque part, il tente de rendre raison à sa façon qui n'est pas la raison. Il raisonne. R-E-S-O-2-N-E. Il ne raisonne pas comme la raison, mais il raisonne. Et cette synergie entre raisonner et raisonner, hein, avec les deux orthographes, est très intéressante. Parce que le mythe se veut explicatif. Il explique l'origine. Il nous dit comment ça s'est passé. Et donc, ce n'est pas simplement un récit, c'est un récit explicatif. Donc ça, c'est très intéressant. Il tente de rendre raison de la naissance de l'univers, de la société, des problèmes humains. Comme dit Mircea Eliade, il a une fonction instauratrice. Il articule le temps historique sur un temps primordial. Il engendre du rite et du sacré. C'est un affect mélangé d'amour et de crainte. Et parce que le réel est voilé, opaque, mystérieux, quelque part peut-être inconnaissable, le mythe esquisse une intelligibilité du monde. Et une intelligibilité du monde qui finalement reste opaque et qu'il va nous donner à voir, à entendre, donc à imaginer. Et sans pour autant le rendre totalement transparent. Donc c'est cette espèce d'ambivalence ou d'ambiguïté du mythe qui rend raison d'eux, mais à sa façon, qui va être reprise après conceptuellement pour expliciter ce qu'il nous disait et ce dont il rendait compte implicitement. Donc il est en un sens pédagogique le mythe parce que, comme un maître délivre un message, comme il transmet un secret de fabrication, c'est le cas de vous dire, secret de fabrication du monde, secret de fabrication par exemple de l'amour, on le verra avec le mythe par exemple de l'androgyne. Donc le mythe, historiquement en Grèce, c'est d'abord des récits qui sont sacrés, qui se transmettent ésotériquement dans certaines lignées. Donc il est à la fois ésotérique par les limites rationnelles de la métaphore, qu'on ne peut toujours filer que jusqu'à un certain point, au-delà duquel elle égare. L'intérêt de la métaphore, c'est qu'elle éclaire, mais jusqu'à un certain point. Parce que si vous filez trop loin la métaphore, ça ne marche plus, quoi. Et à ce moment-là, on commence dans l'aveuglement. Donc cet éclairage, disons, par la métaphore, c'est pour ça que je posais le problème, est-ce qu'elle pense ou est-ce qu'elle fait penser? Moi, j'aurais tendance, c'est un postulat philosophique à dire qu'il fait plutôt penser qu'il ne pense. Mais peut-être qu'il peut y avoir, ça a été dit hier, qu'il y a des pensées sans concept. La littérature, c'était Macheret, Pierre Macheret, qui a été cité hier, disant la littérature est une pensée sans concept. Or, il n'y a de philosophie qu'avec des concepts, au moins dans une tradition rationaliste, disons, de la philosophie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mythe est partageable. Il est partageable parce qu'il puise dans une tradition collective, orale, populaire et non lettrée, et même si à l'origine il est ésotérique, il devient assez vite beaucoup plus universel. Et il fait appel à la sensibilité, à l'imagination de chacun. Et c'est cet enracinement sensible et imaginatif, sous la forme du récit, qui va résonner chez l'enfant en tant que petit homme. Or l'enfance, et l'âge précisément, on l'a vu du pourquoi, de la soif de comprendre une situation. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est quelqu'un qui a été jeté là, comme dit Heidegger, sans l'avoir voulu. Alors il y a bien le mythe d'Air, nous aurions choisi sans le savoir donc notre âme. Mais en tout cas au niveau conscient, bon voilà, on a été un peu jeté là, on ne sait pas pourquoi, il faut faire avec. Et entre ce premier cri, finalement, disons, de la naissance, alors qui est physiologiquement l'air qui rentre d'un coup dans les poumons, mais qui est métaphoriquement, si vous voulez, la solitude finalement de l'arrivée au monde, alors qu'on était en fusion complète, si vous voulez, donc dans le ventre de sa mère, on ne formait qu'un avec elle, on était dans l'osmose, disons, complète. La coupure du cordon ombilical est symboliquement intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le premier cri, le cri primal, comme on dit, c'est la coupure ontologique fondamentale. C'est l'homme seul, si vous voulez, donc, qui n'a pas choisi de naître et qui est condamné à mourir. Et entre précisément ce premier cri
qu'est la naissance, et ce dernier soupir qu'est la mort, ben, ça s'appelle la vie. Le problème, c'est qu'il va falloir faire avec, et faire avec. Et c'est ça la philosophie, c'est cette espèce d'accompagnement pour faire avec du premier cri au dernier soupir. Donc le mythe est en phase totale avec cette interrogation existentielle primordiale de l'enfant, qui est un grand pourquoi, parce qu'il esquisse un type d'éclairage sur cette question béante que les hommes ont historiquement forgée bien avant la raison. Donc je voudrais maintenant donner, disons, un certain nombre d'exemples, parce que j'aurais beaucoup de choses. Alors je vous renvoie d'une part à mon bouquin sur Débattre à partir des mythes, qui est publié à Albin Michel, et sur un article, disons, sur les mythes et discussions avec des philosophiques d'Andrew Tim. Mais je vais prendre quelques exemples, parce qu'il me semble que ces exemples, ils illustrent un petit peu ce que je viens de dire, qui reste quand même, disons, relativement, disons, abstrait, mais enfin qui essaye de donner du sens à une pratique, quoi. Je prends l'allégorie de la caverne. Alors l'allégorie de la caverne, elle est très intéressante parce que c'est le mythe de l'origine de la philosophie. C'est-à-dire finalement ces hommes qui sont prisonniers, donc dans la caverne, attachés, qui ne voient finalement que les ombres de ceux qui passent derrière, disons, le mur, qui ne sont même pas des objets, bon voilà, ils ne voient que des ombres, mais ils croient que c'est le monde réel, c'est-à-dire ils vivent eux dans leur monde, qui est le monde, disons, de l'opinion. Et il y en a un qui va être détaché, on le force d'ailleurs, c'est intéressant, donc il y a une espèce de forçage, hein, pour dire que sortir de l'opinion, c'est pas naturel, et puis ensuite il y a une pente escarpée, là, c'est extrêmement difficile et courageux, quelque part, de monter quelque part vers l'ouverture de la caverne, et il débouche sur le monde réel, précisément, donc, qui l'aveugle d'abord, parce que la vérité aveugle, comme là c'est le soleil, l'image de la vérité, donc qui est absolument aveuglante, il lui faut un temps pour s'adapter, disons, à la vérité. Et puis alors, la question qui se pose après, qu'est-ce que je fais quand je sais que j'étais dans l'opinion, et que les autres sont toujours dans l'opinion, et que moi maintenant j'ai été quelque part, disons, éclairé. Alors ça c'est extraordinaire avec les enfants. Les enfants, alors est-ce que je redescends ou est-ce que je ne redescends pas pour dire la vérité aux autres? Donc si je redescends, moi, je risque d'avoir peur, parce que c'est noir. Avec les enfants, redescendre dans la caverne, c'est avoir peur du noir. Hein. Et puis si je commence à parler à mes copains de ce que j'ai vu, et s'ils ne me croient pas, parce que c'est ça le mythe de la caverne, ils ne seront plus mes copains. Donc du coup je vais me retrouver tout seul. Donc finalement, peut-être qu'il vaut mieux que je ne dise pas ce que j'ai vu, plutôt que de me retrouver tout seul. C'est très intéressant avec les jeunes enfants, notamment avec les très jeunes enfants, de voir comment ils réagissent, disons, au milieu de la caverne. Et quand ils ont 5, 6 ans, 7 ans, leur entrée dans le mythe est essentiellement de type éthique. C'est-à-dire pour eux, la question, c'est est-ce que je mens ou est-ce que je ne mens pas? C'est-à-dire que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Tout le problème, ça sera de savoir s'ils mentent par omission, ou simplement s'ils ne disent pas la vérité, voilà, pour toutes les raisons donc, que j'ai dites. Notamment par peur ontologique de la solitude, c'est-à-dire de la mort, in fine. Et puis, quand on augmente, disons, dans l'âge et qu'on fait le même mythe, on voit apparaître une autre entrée, disons, dans les mythes, qui est une entrée non plus éthique, mais qui est une entrée épistémologique. La question devient, est-ce que le monde est tel que je le vois? Puisque quand j'ai monté, etc., donc je me suis aperçu finalement que ce que je voyais, bon, ça ne correspond pas finalement donc, à la réalité, au monde des idées, dira Platon. Donc du coup, le contraire de la vérité, c'est plus l'erreur, c'est l'illusion. On change de paradigme, si vous voulez. Hein. On passe d'une dimension éthique à une dimension qui est beaucoup plus épistémologique, mais métaphysique, si vous voulez. On peut parler des théories de la connaissance, disons, à ce niveau-là. Hein. Donc, vous voyez que l'entrée, disons, dans le mythe va être différente selon l'âge, disons, des enfants. Ce qui montre la puissance du mythe. Hein, c'est-à-dire cette puissance d'évocation, à la fois, je dirais, éthique et épistémologique, donc du mythe selon l'âge, disons, des enfants. Alors, les questions. Comment sortir de cet état d'ignorance?
Est-ce facile? Non. Il faut douter des évidences, convertir son regard. Qu'est-ce qu'un philosophe? Un chercheur, un partageur de vérité. Quelle est sa démarche? Expliquer rationnellement ce qui reste imagé, parvenir au réel de la vérité, et au-delà de l'apparence des autres, à la vérité du réel. Et l'allégorie de la caverne, c'est l'origine de la philosophie. Le mythe, c'est vraiment l'explication des origines. Il rend raison, le mythe de la caverne, d'où nous est venue dans l'humanité cette idée folle d'avoir inventé la philosophie. Et c'est intéressant de voir que l'humanité a inventé, c'est vraiment des inventions humaines, des grandes formes culturelles, qui sont la magie, la religion, la philosophie, la science, l'art, et qui sont des façons que l'humanité s'est inventées pour répondre aux questions qu'elle se pose. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, on va, dans le travail avec le logos sur le mythos, tricoter, si vous voulez, deux de ces inventions extraordinaires, qui a été finalement donc, le mythe, avec toute sa connotation, disons, religieuse, si vous voulez, et en même temps, donc, la philosophie, c'est-à-dire l'invention donc, de la rationalité. Je vais prendre un autre exemple, qui est le mythe de l'androgyne. Vous connaissez dans le banquet de Platon donc, cette histoire assez extraordinaire qui va nous expliquer l'origine, toujours dans l'origine de l'amour. Mais au départ, les hommes n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui, donc ils avaient deux jambes, deux bras, deux têtes. Bon, d'ailleurs, les têtes ne regardaient pas disons, dans le même sens. Hein, bon, voilà. Et pour se déplacer, bon, comme c'était difficile, donc, etc., ben, ils roulaient sur eux-mêmes, quoi, voilà, c'est très marrant. Hein. Et il faut faire dessiner les enfants. Alors, par exemple, l'allégorie de la caverne, je fais toujours dessiner. Alors, d'abord, je fais un dessin, tu vas me dessiner. Alors, ça, c'est très intéressant quand les élèves sont surtout très petits, et que pour le dessin, par exemple, en classe maternelle, il est absolument fondamental. Pour pouvoir dessiner le mythe de la caverne, il faut vraiment revenir sans arrêt au texte, alors ça, on ne le fait pas avec les maternelles, parce que, hein, mais un peu plus tard, quand ils savent lire, et on s'aperçoit que pour le dessiner, il faut regarder les détails. Et c'est le texte qui donne les détails. Et là, il va savoir où on va mettre le mur, et où on va mettre les objets donc, qui dépassent, etc. Où on va placer finalement le feu, ben, il va falloir le placer là. Et où ils sont, ben, là, il va y avoir un mur, etc. Et moi, j'ai des tas de dessins. Hein, mais le dessin, il est intéressant parce qu'il figure, quelque part, la situation. Et puis, je leur demande de faire une bande dessinée. Parce que la bande dessinée, on passe de l'image au récit. C'est pas la même chose. L'image, elle est statique. Le récit, lui, il est dynamique. Le récit, il raconte, disons, une histoire, puisqu'on va avoir une succession d'images, chaque image montrant quelque chose qui s'est passé, puisqu'elle est différente donc, de la précédente. Et donc, la bande dessinée est très importante, et en 3-4 petites planches, si vous voulez, donc les enfants, alors on voit, par exemple, donc au départ, ben, on part de là, et puis ensuite, il peut y avoir, on le délivre de ses chaînes, et puis ensuite, il monte de manière... le chemin, disons, totalement escarpé, il arrive, il est complètement, disons, aveuglé, etc., etc. Donc, puis, point d'interrogation, il se demande ce qu'il va faire donc, en redescendant, etc. Et puis, il commence à redescendre, voilà, il dit ou pas. Donc, suivant la façon dont vous avez interprété, disons, le mythe, donc la bande dessinée va être, évidemment, disons, différente. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire d'utiliser le dessin ou la bande dessinée pour mieux lire le texte. Parce que si vous voulez vraiment figurer le mythe, il faut aller y voir 2 fois dans le texte pour ne rien rater, disons, des détails du dessin. Alors, dans le mythe de l'androgyne, non, c'est... Alors, vous savez que bon, les dieux, à un moment donné, disons, se sont fâchés parce que les hommes étaient un peu trop orgueilleux, donc, et alors, bon, à un moment donné, ils se sont dit, ça suffit, cette histoire-là, donc, alors, ils les ont coupés en 2, voilà, et puis ils les ont recousus, alors, ça fait beaucoup rire les élèves au niveau du nombril, voilà. Vous savez qu'est-ce que c'est votre nombril? C'est l'endroit où on a rattaché votre peau quand vous avez été complètement, disons, découpé. C'est formidable donc, pour les enfants et tout, donc ça les amuse beaucoup. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors, ça peut être soit 2 femmes, soit 2 hommes, soit un homme et une femme, puisqu'on est dans le contexte grec, où l'homosexualité, disons, ne pose pas problème comme après 1000 ans, si vous voulez, de christianisme. Qui a interdit la nudité dans l'art, bon, etc., etc. On est dans un autre tout à fait, disons, contexte. Et dès que c'est homme, femme, 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 homme, femme, homme, homme, etc., ont été coupés en 2, il ne pense qu'à une chose,
c'est-à-dire à s'enlacer les uns les autres, voilà, la fusion, le retour des psychanalystes diraient le retour à la fusion avec la mère, quoi, l'espèce de nostalgie de cette fusion, disons, perdue. Alors voilà, tout l'éclairage de la psychanalyse est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Lacan, dans sa lecture donc, du banquet de Platon, fait une lecture, disons, lacanienne du banquet qui est extraordinaire de ce point de vue-là, parce que ça éclaire la nature du désir. Ce qui est intéressant donc, dans l'androgyne, c'est que c'est l'origine du désir. Bon, finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour? Ben, c'est un désir, et c'est un désir de ce qui me manque. C'est un désir de ce qui me manque. Et je suis à la recherche donc, alors, de cet objet petit a dont parle Lacan, c'est-à-dire de l'objet qui va être mis en place finalement de ce qui me manque, qui serait susceptible, disons, de me combler. Et donc du coup, j'essaye de réinstaurer cette unité mythique perdue, si vous voulez, donc ouais, et ce serait ça, finalement, l'amour. Finalement, la recherche, disons, de l'âme sœur, etc. Et ça, c'est extrêmement, disons, intéressant, surtout avec les adolescents, hein, je trouve. Au niveau de l'androgyne, au niveau des adolescents, où il y a une espèce de restructuration des instances psychiques, où elle est travaillée par impulsion, donc à l'adolescence, etc. C'est extrêmement intéressant donc, à cet âge-là de parler du problème de l'androgyne. Et là, on voit finalement comment partir, disons, du mythe et réfléchir donc ce qu'il veut nous dire. Et pourquoi finalement cette obsession de chercher quelque part ce qui nous manque, cet être qui fait que le monde est sans lui finalement quelque part, disons, dépeuplé, et ça éclaire quelque part, et donc, notamment disons les adolescents, mais pourquoi finalement, parmi l'ensemble des gens, on en distingue c'est le caractère électif et sélectif finalement, disons, de l'amour. C'est pour ça, finalement, que l'amour pose tellement de problèmes, parce qu'il a fallu faire un devoir d'aimer, dans la religion, par exemple, parce que l'amour est électif et sélectif. C'est-à-dire parce qu'on aime toujours quelqu'un qui n'est pas quiconque. Et que quand on nous dit « aimez-vous les uns les autres », etc., donc bon, passer, finalement, de l'éros à l'agapé, c'est-à-dire à cette espèce d'amour, si vous voulez, donc inconditionnel de l'humanité, ben, c'est tellement difficile. Pour quelqu'un qui aime les gens un par un, de les aimer tous. Il a fallu l'exemple, disons, du Christ pour lui montrer quand même que c'était possible, sauf qu'il était quand même Dieu incarné. Voilà. Bon, voilà, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc je trouve moi que la réflexion sur la nature du désir et de l'amour par le mythe de l'androgyne et par cette espèce de reprise conceptuelle après de ce que c'est que le désir comme manque, et puis peut-être aussi parce que c'est une des conceptions, disons, du désir. Conception opposée sur celle de Spinoza, qui dit qu'au contraire, disons, le désir, il n'est pas vide, il est plein, puisque c'est le désir, disons, d'exister. Et précisément, donc, ce qui est intéressant dans le désir, c'est cette espèce d'ambivalence entre le fait qu'il est le manque qui nous pousse vers l'autre, mais en même temps qu'il est cette énergie qui nous permet d'aller vers lui. Et que là, c'est éminemment positif, c'est pas du manque, c'est au contraire un moteur absolument, disons, vital, quelque part, disons, le désir, et on serait plutôt du côté de Spinoza que de Platon, ou de Nietzsche. Peut-être un autre exemple. Ben, le mythe de Gygès. Alors là, c'est très intéressant. Alors je vais le reprendre différemment, disons, Gygès. Tout le problème pour Gygès est de savoir si cet anneau, il l'a trouvé ou il l'a volé. Alors c'est très intéressant parce qu'il dérobe l'amour. Il dérobe l'anneau. Tu sais que je fais toujours très attention quand justement j'annonce. Est-ce qu'il, je dis pas le voler aussi notamment. Tu as dit dérober là, ouais, tout à l'heure. Mais c'est toujours. Oui, t'as raison. C'est-à-dire que voilà. Alors ça c'est très intéressant parce que il descend, il y a un anneau. Ça va pas être la même chose si on lit Gygès comme un anneau trouvé. On trouve un anneau. Et il se trouve que, parce que cet anneau est maléfique, il va me rendre méchant. Mais c'est l'anneau qui me rend méchant. Ou s'il est volé. Parce que s'il est volé, c'est que j'étais déjà méchant. Et c'est donc c'est un acte de vol et qui va se poursuivre par le fait de tuer le roi, donc de se marier avec la reine, etc. Il vole un cadavre. Il est capable, c'est un homme qui est capable de voler un cadavre. En plus de ça, c'est un cadavre. Et il y a une dimension fantastique là, donc, au niveau qui est intéressante aussi pour les enfants. C'est un cheval d'airain, c'est un géant, il est nu, il a simplement un anneau au droit. Donc on est là dans une atmosphère assez fantastique qui est très intéressante au niveau, disons, du caractère prenant quelque part, disons, du récit.
Et là, dans le JS, ça va être très intéressant parce que, alors, je ne redis pas tout ce que tu as dit sur l'éveil précisément, donc, sur la question de la conscience morale, mais il y a véritablement un débat, et qui est le débat entre Socrate et Gygès. Hein, et Glaucon. Glaucon, c'est le sophiste qui lui soutient qu'à n'importe quel homme juste, tu lui donnes du pouvoir et il devient mauvais. Oui. Hein, c'est la thèse de le pouvoir rend mauvais, comme disait Alain, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou absolument. Hein. Ça veut dire que c'est le pouvoir qui vous rend mauvais, mais c'est pas parce qu'on est mauvais forcément. Et puis la thèse de Socrate qui dit nous méchants volontairement, bon, on se trompe, on juge mal finalement, on prend le mal pour le bien, bon, c'est une erreur de jugement. Donc, et si on était beaucoup plus éclairé, on ne se tromperait pas sur la nature finalement, disons, du bien et du mal. On a deux conceptions qui sont extrêmement intéressantes et qu'on retrouve dans tous les débats qu'on va avoir, disons, avec les élèves. Parce que si Glaucon si Gygès est fondamentalement déjà mauvais, il a volé l'anneau et il continue, disons, dans sa pente. L'anneau n'a fait que le confirmer dans un penchant mauvais. Tandis que si l'anneau le rend mauvais par sa vertu maléfique, ben ça veut dire que peut-être qu'il n'était pas mauvais avant. Et donc du coup qu'on a sauvé quelque part je sais pas moi, la nature humaine de la chute, quoi, hein, pour prendre le Bible, la tradition, si vous voulez, donc judéo-chrétienne. Dernier mythe, très intéressant, c'est le mythe de la Genèse. Alors moi j'ai expérimenté ça en 6e, parce que je ne sais pas si encore dans le programme de français il y a les textes fondateurs en 6e. Mais pendant un certain temps, il y avait les grands textes fondateurs, donc les grands récits, l'Iliade, l'Odyssée et la Bible, notamment la Genèse. Et donc, ça m'a extrêmement intéressé de travailler la question de la Genèse, parce que ça pose la question, finalement, disons, de la liberté. Alors, voilà, par exemple, disons, un petit peu donc les questions, telles que sont arrivées au niveau un petit peu donc, de la Genèse. Alors, version doloriste, l'homme ne doit pas désobéir à Dieu, ce qui a entraîné d'une part la pénibilité du travail chez l'homme, l'accouchement et les douleurs donc chez la femme, et in fine la mort. Ou bien, alors ça c'est une version plutôt dynamique, l'interdit, la transgression quelque part, disons, de l'interdit, donc l'exercice quelque part d'une liberté, parce qu'il n'y a pas de transgression quelque part sans action d'une liberté, ouvre à l'homme à la fois la sexualité, ce qu'il découvre donc, et donc au désir d'être nu, et en même temps, et surtout, l'accès à la connaissance. C'est-à-dire que si l'homme n'avait pas transgressé l'interdit de Dieu, il n'aurait pas mangé à l'arbre de la connaissance et il n'aurait pas accès au savoir. Donc il y a une espèce d'ambivalence, disons, dans le mythe de la Genèse qui est absolument, disons, extraordinaire. C'est ou bien on est dans la conception, disons, de la chute par désobéissance qui entraîne la punition, etc., ou bien on est dans la libération, quelque part, de l'homme vis-à-vis, quelque part, disons, d'une tutelle qui pèse quelque part sur lui, et il découvre le désir, et le désir, et notamment le désir de savoir, puisqu'il accède quelque part, disons, à la connaissance. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans les discussions, c'est ces questions-là. D'abord, pourquoi Dieu interdit? Après tout, on ne sait pas. Pourquoi il interdit finalement? C'est Dieu qui est bon. Ils sont au paradis. Pourquoi on interdirait quelque chose? Puisqu'ils sont vraiment dans la... Voilà. Pourquoi punit-il s'il est bon? Ah oui, on ne voit pas pourquoi. Un Dieu bon peut punir, c'est-à-dire faire du mal, en rendant le travail laborieux, l'accouchement douloureux, en rendant l'homme mortel. Bon. Et pourquoi ne pardonne-t-il pas s'il est bon? Pourquoi finalement donc cette chute, c'est quelque chose de voilà, pourquoi c'est une chute, quoi? Pourquoi cette... Alors que Dieu, finalement, s'il est bon, c'est celui par excellence qui devrait pardonner, en donnant l'exemple. Intéressant. Pourquoi interdit-il de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, alors que la connaissance, ça peut apparaître comme quelque chose de fondamentalement souhaitable, désirable, bon. Pourquoi interdit-il sans expliquer le pourquoi de son interdiction? Alors ce serait intéressant d'expliquer le pourquoi de son interdiction. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait comprendre pourquoi c'est interdit. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi ont-ils été punis puisqu'ils ne connaissaient pas encore le bien et le mal? Pour être punis, il faut connaître le bien et le mal. Alors ils n'ont pas encore mangé de l'arbre de la connaissance.
Donc comment peuvent-ils savoir qu'en transgressant quelque chose, sinon en obéissant aveuglement, si vous voulez, donc à un interdit, ce que c'est que le bien et le mal? Ce n'est que par la suite, et dans la posteriori, dans l'après-coup, qu'ils connaissent quelque part le bien et le mal, par la punition. Comme dit Lacan, c'est la transgression qui fait briller la loi. Et pourquoi est-ce Ève une femme qui transgresse à la première? Alors là, je peux faire vous dire ça, que ça entraîne quand même quelques discussions. Pourquoi c'est la femme? Pourquoi pas c'est l'homme? Et pourquoi Adam suit l'exemple finalement, disons, de sa femme? Parce qu'il pourrait finalement donc résister. Pourquoi est-ce mal de vouloir devenir comme Dieu? Nietzsche ne serait pas d'accord, hein? Ou plus généralement, et alors là c'est là où on franchit, si vous voulez, pourquoi faut-il des interdits? Sont-ils toujours justifiés? La transgression est-elle toujours une mauvaise chose? L'homme doit-il devenir son propre Dieu? Enfin bon, voilà. Le mythe de la Genèse, il est vraiment porteur des grandes questions, disons, métaphysiques qui vont agiter d'ailleurs tout le Moyen-Âge, tous les théologiens, ça devrait être tranché, toutes ces questions, disons, par les conciles, et les théologiens sont dans les disputations, ils ne sont pas d'accord dans l'interprétation, si vous voulez, dans des textes. Et on aboutit à un dogme, si vous voulez, dans l'Église catholique, après un dialogue et une controverse entre théologiens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent surtout que le pape ne parle pas. Parce que comme depuis la fin du XIXe siècle, il y a une infaillibilité pontificale, tant qu'il ne parle pas, le débat continue entre théologiens. Il ne faut surtout pas qu'il parle, parce qu'à ce moment-là, oh, ça y est. Ouais. Mais dès que le dogme est établi, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu, hein, vous savez qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que Jésus, c'est qu'un homme? Ou est-ce que Jésus, c'est qu'un Dieu? Ou est-ce que Jésus, il est à la fois homme et Dieu? Ben là, les théologiens, bon, il y avait 3 thèses là, bon, qui étaient... Il a fallu des conciles pour résoudre, si vous voulez, donc un petit peu donc, ces questions-là. Mais une fois qu'on a dit ça, le dogme comme aboutissement d'une discussion. Et quand on a dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'on a dit? Après tout, c'est un texte. C'est une affirmation. Tout texte s'interprète. Et donc, le débat va recommencer. Et la discussion et les controverses vont recommencer en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Et là, on est dans l'exégèse de nouveau, et donc on peut rentrer, si vous voulez, donc, complètement, quelque part, disons, dans la controverse. Donc, un dogme, et moi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai travaillé avec un théologien, quand j'ai mené une recherche au moment donné, pendant 3 ans, sur quelle différence il y a entre une discussion à visée philosophique et une discussion en exégèse, avec des gens de l'enseignement, disons, catholique. Et notamment, j'ai travaillé avec le directeur de l'Institut des sciences religieuses donc de Marseille, qui m'a fait comprendre finalement ce que c'était qu'un dogme. Un dogme, c'est un point d'arrêt entre 2 discussions. C'est pour ça qu'on a souvent une conception dogmatique du dogme. Hein? Et c'est vrai que le dogme, on ne peut pas le toucher, quelque part, en tant qu'il dit quelque chose. Mais on sait très bien qu'il y a le dit, mais qu'est-ce que dit le dit? Quel est le dire du dire? Quel est le non-dit du dit? Et là, on retombe à ce moment-là, et on est de nouveau, si vous voulez, donc, dans l'interprétation. Donc, ce qui est intéressant, finalement, dans le mythe de la Genèse, c'est qu'on va revisiter par l'origine, alors là, c'est l'origine du monde, mais c'est aussi, disons, l'origine, disons, de la connaissance, c'est l'origine, disons, du désir, une autre interprétation de l'origine du désir que l'interprétation, disons, platonicienne, donc avec la Genèse. Et ça, c'est extrêmement, disons, porteur. Et alors, moi, j'ai fait la différence. J'ai demandé souvent, par exemple, la définition d'un concept, une définition un peu verbo-conceptuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que la justice, Et j'avais souvent des définitions qui étaient un petit peu sèches. Et puis, par opposition à cette demande, si vous voulez, didactique, j'ai commencé à travailler par des métaphores de la justice. Par exemple, disons, la balance, par exemple, les yeux fermés, bon, etc. Et je me suis aperçu que quand on travaille les définitions après être passé par l'image, disons, ou la métaphore, les définitions que l'on donne sont extrêmement beaucoup plus riches, mais pour une raison simple. C'est parce que la pensée réflexive a été nourrie par la sensibilité et l'imagination. Alors, c'est pour ça que moi, ça m'a fait énormément réfléchir sur ce que c'est que philosopher. Et alors, ça rejoint toutes les recherches, par exemple, disons, de Damasio, sur le fait que bon, l'émotion peut être au cœur de la raison. Et par rapport à tout ce qu'on a dit hier sur les émotions démocratiques et sur l'émotion, si vous voulez, donc au cœur de la... C'est-à-dire, on pense, on ne pense pas qu'avec sa tête. On pense avec son corps. C'est quelque part le corps qui pense, le corps, le cœur, la tête, si vous voulez. Donc, on passe avec l'unité, quelque part, disons, de ce qu'on est, raison,
mais aussi sensibilité, imagination et corps. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il faut arriver à trouver, finalement, disons, les supports qui jouent sur les différents registres de la compréhension du monde, quoi. Et c'est pour ça que la raison ne se suffit pas de ce point de vue donc, à elle-même, qu'elle demande elle-même à être éclairée par d'autres approches, et inversement, que les autres approches, par exemple l'art, ou par exemple, disons, le mythe, peuvent être éclairées aussi quelque part, disons, par la philosophie. Et c'est dans cette espèce de décloisonnement, c'est pour ça que moi j'aime bien travailler donc, avec des didacticiens du français donc, ou des autres disciplines, fait un éloge, si vous voulez, donc, de l'interdisciplinarité, parce que finalement, c'est le rapport à l'altérité. C'est-à-dire que si les didacticiens de la philosophie restent toujours entre professeurs de philosophie, s'ils ne se confrontent pas à l'altérité disciplinaire, et s'ils ne vont pas chercher, disons, ailleurs des choses pour fonder aussi, disons, leur propre discipline, et là, il y a un obstacle épistémologique terrible. La philosophie fait l'épistémologie des autres disciplines, hein, et notamment de la science, etc., mais il lui est interdit que d'autres fassent la sociologie de la philosophie, ou la psychologie de la philosophie, ou l'économie de la philosophie, etc. Elle s'est attribuée, alors on le voit dans l'iconographie, où la philosophie est toujours au sommet, disons, de la pyramide, elle s'est octroyée, c'est aussi la métaphore, disons, du couronnement, cet avantage absolument extraordinaire d'être la reine donc, des disciplines et de dominer, disons, toutes les autres. Mais si on regardait un peu ce qui se passe en dessous d'elle, si on rétablissait quelque part donc, le dialogue, et le dialogue, moi je crois beaucoup au dialogue, disons, interdisciplinaire, et c'est ce qu'on fait, disons, dans ce colloque. Il y a des gens qui sont des spécialistes de la littérature de jeunesse, il y a des gens qui sont des didacticiens du français, il y a des gens qui sont philosophes, il y a des gens qui sont didacticiens de l'apprentissage du philosophe, etc. Moi je crois beaucoup à ça. Bon,